je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. On va rapidement commencer par les présentations de Monsieur Patrick Léger et Monsieur Patrick Rossi. Je voudrais, dans un premier temps, qu'on me dise votre nom, votre prénom, sont déjà le cas, c'est déjà le cas, votre rôle, pour qui vous travaillez un peu rapidement, et après on commence par une présentation de gestion de trésorerie par Monsieur Léger qui travaille pour la Banque de France, et après une présentation un peu plus juridique sur l'état de cessation de paiement par Monsieur Rossi, et une présentation sur les emplois. Je vous laisse la parole, Monsieur Léger. Je suis obligée de dire monsieur parce que c'est deux Patrick, donc du coup, sinon, on va s'emmêler les pinceaux. Non, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente. Effectivement, je suis donc Patrick Léger. Je travaille donc à la Banque de France de Beauvais et je suis plus destiné donc au secteur des entreprises. Donc je travaille notamment dans le cadre de la cotation, qui est un service aussi rendu à destination des banques pour voir justement la santé financière d'une entreprise à travers sa liquidité, sa rentabilité, sa solvabilité, et en cas de difficulté justement de trésorerie ou de rupture de ligne de trésorerie, toute entreprise peut s'adresser à la médiation du crédit également. Voilà Merci un peu beaucoup. pour les présentations, et puis je suis très content aujourd'hui, puisque c'est fait partie de cette semaine de l'éducation financière où la Banque de France essaye à travers cette semaine de faire connaître justement l'éducation non financière à travers, je dirais, 4 principes, qui est la neutralité, la gratuité, l'accessibilité et la fiabilité, et ça repose, je vous dirais par la suite, sur un vecteur de communication, notamment qui est mesquestionsentrepreneur.fr. C'est génial. Et d'ailleurs, je renouvelle mes remerciements de la part de toute l'équipe 60 000 remords de France d'avoir accepté tous les deux l'organisation un peu au pied levé de cette conférence, notamment pour la semaine de l'éducation financière qui m'était un peu, qui me tenait à cœur. Voilà. Je vous laisse vous présenter aussi, Monsieur Rossi. Alors, assez rapidement, donc je suis magistrat honoraire, c'est-à-dire que je suis à la retraite, mais j'exerce encore des fonctions juridictionnelles, et parmi ces fonctions juridictionnelles, certaines concernent les procédures collectives. Procédure collective qui correspond à un sujet qui est une ligne rouge que je suis depuis plus de 30 ans, puisque j'étais universitaire et j'ai fait des travaux sur cette matière, sur cette discipline-là. Et ensuite, j'ai siégé dans des juridictions qui avaient des compétences commerciales, au niveau de cour d'appel et en première instance. Et puis surtout, j'ai travaillé à la chancellerie, au ministère de la Justice, à plusieurs titres, sur le sujet du droit des entreprises en difficulté dans des services qui étaient liés à l'économie en général. Donc voilà, ça m'a permis de voir à la fois la mise en œuvre des textes et le processus de création des textes, avec un focus sur la problématique de la prévention, qui est un sujet évidemment qui est au cœur des préoccupations du gouvernement et puis de tous les acteurs des procédures, mais qui se heurte à un certain nombre de difficultés, notamment pour les petites entreprises, sujet qui aujourd'hui a été ravivé avec une réforme récente sur ces entreprises individuelles. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des participants qui vont nous rejoindre un peu au fil de l'eau, mais pour éviter de trop dépasser sur le timing, je vous invite du coup, Monsieur Léger, pardon, à commencer votre présentation si vous le voulez bien. Donc, vous me direz si vous souhaitez que je passe au niveau des slides. Je crois que c'est celle-ci, votre première. Votre micro est désactivé. Excusez-moi. Donc, en fait,
comme je disais, donc notre site qui est entièrement, gratuit, hein, qui s'appelle, mesquestionsentrepreneur.fr. Donc je vous invite, je dirais quel que soit, je dirais le dirigeant, vous pouvez consulter, ce site mesquestionsentrepreneur.fr puisque vous avez, en toute, je dirais indépendance, des informations extrêmement riches qui va de la création à la transmission, de l'entreprise et quelle que soit la nature juridique, de l'entreprise, que l'on soit auto-entrepreneur ou je dirais en SA ou SARL, les, besoins, et les préoccupations des entreprises peuvent être bien évidemment, je dirais, répondus à travers ce site, qui est, riche, je dirais, en ressources puisque il y a beaucoup de partenaires qui sont donc associés, aussi bien, je dirais, la Banque de France, mais bien entendu, mais aussi d'autres sites, qui sont, totalement, indépendants, que ce soit la chambre de commerce, la fédération des banques, les organismes associatifs. Là, on va aborder donc un sujet extrêmement, je dirais, important qui est, je dirais, le nerf de la guerre, pour toute entreprise, quelle que soit sa nature juridique, à travers, je dirais, un cas, pratique, qui est, un boulanger, hein, qui, estime qu'il n'a jamais autant vendu, de baguettes et de pâtisseries, mais pour autant, il rencontre des problèmes de trésorerie et c'est là qu'on va voir que, la difficulté, je dirais, à appréhender, c'est bien évidemment faire la distinction entre le chiffre d'affaires et aussi cette notion, de cash et de trésorerie. Donc bien évidemment, pour définir, je dirais, la notion, de, trésorerie, hein, qui est, la slide suivante, hein, ça correspond donc en fait, bien sûr, à la notion, de liquidité, hein, donc qui rentre bien évidemment dans le tiroir caisse. Donc pour un boulanger, c'est assez, je dirais révélateur puisque, c'est vraiment, une liquidité que l'on touche et qu'on l'on a effectivement. Mais bien entendu, s'associe également, l'ensemble des montants détenus au niveau, des comptes bancaires, au niveau des banquiers, donc aussi bien donc, au niveau, des valeurs éventuellement mobilières de placement que l'on retrouve à travers le bilan que, les disponibilités, mêmes, hein et bien évidemment, ce qu'on appelle la trésorerie aussi active, hein, c'est la somme, bien évidemment du cash, disponible qui, est dans le tiroir caisse, plus le solde créditeur à la banque, à la différence de la trésorerie passive qui est malheureusement, un besoin à ce moment-là, qui est, demandé à son banquier et qui est sous forme souvent, peut-être de découvert où on dépend, d'un tiers et d'un organisme, je dirais extérieur. Donc voilà pour la définition qui apparaît simple, mais sachez que cette notion, de trésorerie est extrêmement importante et extrêmement regardante depuis, je dirais, 2 ans, parce que les banques ont une nécessité aussi, d'avoir, en termes d'analyse de risque, un regard particulièrement, je dirais, rigoureux à travers cette notion de liquidité. Pour qu'une entreprise, dispose, je dirais, en interne, d'un certain nombre, de marge de manœuvre au niveau, de sa trésorerie, on a ce qu'on appelle le crédit, inter-entreprise. Alors bien sûr, le crédit inter-entreprise, il est disposé, je dirais, de 2 principales, relations. Que sont ces relations avec, d'une part, ses fournisseurs en amont et d'autre part, ses relations, bien entendu, avec ses clients. À travers donc cette, vidéo, vous allez voir un cas pratique, donc du boulanger et de sa «confrère» hein, entre guillemets ou de sa concurrente, qui s'appelle aussi, et qui va essayer de faire fructifier justement ce qu'on appelle son crédit inter-entreprise. Donc je propose de diffuser cette vidéo qui dure, 2 minutes, hein.
Est-ce que vous entendez le son? Je n'entends rien de mon côté. Ouais. Ouais. Alors là, malheureusement, hop, je reteste. Là, ça a l'air François de élève marcher. des poules. Il a pour habitude de ramasser les œufs 2 fois par semaine. Sa voisine Isabelle, qui élève également des poules, ramasse les œufs tous les jours. Elle les vend sur le marché 2 fois par semaine. Ses clients la paient immédiatement. Chaque samedi, François vend ses œufs à l'épicier du village qui a pour habitude de le payer 1 fois par mois, le premier samedi. Les semaines qui suivent, et en attendant d'être payé par son client, François puise dans sa trésorerie pour acheter de nouvelles graines pour nourrir ses poules. Isabelle, quant à elle, peut acheter 3 poules supplémentaires et de nouvelles graines pour les nourrir grâce à l'argent qu'elle a gagné. Le cash est à l'entreprise ce que le flux sanguin est à l'organisme. Une circulation fluide est synonyme de bonne santé. Isabelle gère ses stocks et ses encaissements avec beaucoup plus d'assiduité que François. En un mois, sa production a augmenté 3 fois plus vite que celle de François et sa trésorerie est étoffée alors que son voisin accumule les créances clients et a vu fondre sa trésorerie. Le crédit interentreprise correspond au délai de paiement que les entreprises s'accordent entre elles dans le cadre de leurs relations commerciales. Il s'agit essentiellement du crédit client et de la dette fournisseur. Il peut constituer, selon la situation, un besoin de trésorerie ou une ressource de trésorerie importante pour les entreprises. Donc voilà une vidéo qui résume, je dirais, de manière extrêmement simple, la notion de marge de manœuvre que peut avoir une entreprise à travers aussi bien son poste client que, effectivement aussi, son poste fournisseur. Bien entendu, il y a, dans le cadre de la LME, hein, de la loi sur, les délais règlement clients et fournisseurs, un certain nombre évidemment, aussi de contraintes. Pour resituer donc à travers le bilan, cette notion, de trésorerie, on a repris une photographie, hein, du bilan où vous retrouvez, hein, l'actif et le passif, hein. Donc bien entendu, à l'actif du bilan, vous retrouvez, les biens, hein, dont dispose l'entreprise pour réaliser ses activités, hein. C'est ce que figure à gauche au niveau des immobilisations. Ensuite, si on descend, vous avez bien entendu les stocks, hein, détenus, par l'entreprise, qui peuvent être nécessaires, hein, dans le cadre du boulanger, bien entendu, ça va être principalement sa farine, mais ça peut être aussi son beurre, hein, qui sont, heu, des biens, des produits, nécessaires pour être utilisés, dans son processus de fabrication. Et chose, heu poste intéressant, en bas, vous avez aussi le poste créance client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces créances clients? Eh bien, ce sont en fait des sommes qui sont en attente de règlement par les clients. Alors là, c'est symbolisé puisque c'est un jeu, hein, qui s'appelle hashtag aventure entrepreneur, hein, c'est un jeu de plateau où vous avez selon la nature, je dirais le profil du client, pas si vous voyez, vous avez, des sommes qui apparaissent, +2, +1. Ça veut dire que ce sont en fait peut-être des clients qui vont rapporter plus en résultat, donc ils ont un profil, plus intéressant en termes de rentabilité. Le seul inconvénient, c'est qu'ils vont être en attente, c'est-à-dire qu'il va y avoir un délai plus ou moins long selon la nature du client. Et donc cette trésorerie qui se situe, en bas, c'est la trésorerie qui est vraiment disponible en banque et en caisse. Donc c'est ce qui correspond véritablement à la santé court terme financière, d'une entreprise. De l'autre côté, bien sûr, vous avez le passif, hein, qui symbolise en quelque sorte les ressources, de l'entreprise, hein, qui proviennent donc soit, bien entendu, des capitaux propres, donc c'est
les actionnaires, hein, qui peuvent apporter, bien entendu aussi, leur part, je dirais, de financement et de capital au sein, de ces capitaux propres et bien entendu, vous avez aussi, les résultats, des années, précédentes qui constituent l'ensemble des capitaux propres. Par la suite, bien sûr, vous avez les emprunts qui sont contractés de manière diverse auprès de différents organismes hein, de financement, que ce soit des organismes bancaires ou autres organismes financiers. Ensuite, vous avez les dettes, bien entendu, les dettes qui sont constituées, je dirais, de trois principales, je dirais, postes. Il y a les dettes comme on a vu auprès des fournisseurs, mais il y a aussi des dettes auprès de l'État ou des différents organismes sociaux. Et enfin, vous avez le poste découvert, où, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être la nécessité, malheureusement, si une entreprise ne dispose pas de trésorerie, de recourir à des organismes bancaires. Donc, ça peut être une solution temporaire pour une entreprise, mais on est vivement conseillé que cette solution soit temporaire pour assurer, je dirais, la pérennité de l'entreprise. Donc voilà un peu resitué de manière, je dirais, simplement photographique, hein, puisque le bilan, c'est une photographie à un moment donné de votre entreprise et qui est importante, bien entendu, que vous partagiez en direct avec votre comptable, hein, votre expert comptable si vous en avez un, ou avec des organismes associatifs, bien entendu, qui peuvent vous aider à vous accompagner dans le confort et dans l'amélioration de votre trésorerie. Là, on reprend en fait cette notion de créance client hein, à travers ce jeu où c'est bien figuré la différence de nature, client particulier où vous voyez que, il n'y aura pas, de, délai. Donc c'est l'exemple du boulanger, hein, avec son client où, son client va payer, la plupart du temps, de manière cash, de manière directe. Donc, le boulanger va pouvoir avoir, tout de suite, sans délai, sa trésorerie, à la différence, du client TPE et du client grand compte où il va y avoir un délai. Parce que si vous apercevez donc en bas de la carte client TPE et en bas de la carte client grand compte, où vous avez un chiffre qui apparaît, donc 2 sur plus 1 et 3 sur plus 2, donc qui correspond en fait à des délais dans la réalité où ça peut aller à 45-90, voire pour certains clients, grande donneurs d'ordre, qui peuvent abuser malheureusement de ce délai et ça peut malheureusement entraîner ensuite des difficultés pour l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on aborde comme, je dirais, comme notion à travers, cette notion de trésorerie? C'est, la notion en fait de besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc c'est le slide suivant. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez à l'écran? Parce que j'ai l'impression que On a perdu on a on a perdu, perdu oui, le slide. le slide. Effectivement, désolée, j'ai une coupure d'électricité. Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure de Ah monter, de voilà, repartir. Et donc, exactement, du coup, bah, voilà. Normalement, c'est a bon. priori, c'est super, C'est c'est bon. c'est réapparu. Donc, alors excusez-moi, c'est un peu une notion un peu, je dirais, financière, mais le besoin en fonds de roulement d'exploitation, comme on l'a vu auparavant, il est constitué à la fois des stocks, comme on l'a vu, précédemment. Il est constitué, donc ce qu'on a vu aussi, précédemment, des, créances clients, hein, donc ce délai, d'attente de règlement et il est, constitué aussi, bien entendu, des dettes
auprès des fournisseurs. Donc, en l'occurrence, Alain, il peut rencontrer des décalages de trésorerie. Alain qui a recruté par ailleurs un chef de pâtissier, il doit verser un salaire, donc sa trésorerie, bien entendu, va diminuer chaque mois, et ce recrutement va lui permettre effectivement de gagner en clientèle de professionnels, mais il y aura des délais de paiement. Donc, sa trésorerie va augmenter, mais pas tout de suite. Comme on l'a vu à travers la vidéo, la gestion en fait de la femme était différente de la notion d'Alain, c'est-à-dire que elle vendait plus rapidement davantage, je dirais, de poules, et elle accordait moins de délai pour, je dirais, faire fructifier sa trésorerie à court terme. Autre exemple de décalage de trésorerie pour Alain, c'est que Alain aussi, le boulanger va préférer acheter sa farine à un grossiste pour fabriquer son pain. Malheureusement, donc, effectivement, il va encaisser le produit de la vente de son pain immédiatement, mais il ne réglera son fournisseur que plus tard. Ce qui veut dire simplement qu'un BFR a besoin d'un fonds de roulement d'exploitation positif, qui est constitué donc des stocks plus des créances clients. S'il est positif, ça veut dire que l'entreprise va avoir besoin, je dirais, elle serait moins indépendante de ses partenaires financiers, alors que si ses stocks sont plus bas et ses créances clients plus basses, et que ses dettes, je dirais, sont plus importantes vis-à-vis de ses fournisseurs, eh bien, il va disposer ce qu'on appelle, si le BFR est négatif, il va disposer ce qu'on appelle d'une ressource en fonds de roulement. Donc ça, c'est une notion un peu, je dirais, technique, mais on peut, je dirais, la retrouver, je dirais, de manière beaucoup plus pédagogique à travers ce jeu qui s'appelle aussi le jeu hashtag Aventure Entrepreneur, qui est un jeu de plateau. On voit aussi cette notion aussi de fonds de roulement. Donc la notion de fonds de roulement qui est une notion plutôt, à la différence du besoin en fonds de roulement d'exploitation qui est une notion court terme, la notion de fonds de roulement va correspondre en quelque sorte à l'ensemble des ressources à long terme. Donc là, j'insiste, à long terme, donc comme c'est bien marqué sur la slide, à, à savoir les capitaux propres, donc les ressources qui sont affectés à l'entreprise, les emprunts donc à moyen long terme, et bien sûr les résultats. Et bien entendu, un fonds de roulement net, je dirais, positif, et je dirais une ressource, et d'autant plus, je dirais, importante que ce fonds de roulement marque le solde en fait des ressources et des emprunts de long terme qui normalement doit être supérieur, bien entendu, aux besoins en fonds de roulement d'exploitation, qui est une notion de court terme. Donc simplement pour résumer, avec la slide au niveau de la trésorerie nette, dans le jargon financier, votre comptable, vos experts comptables, avec la slide suivante, la trésorerie nette, en fait, c'est bien donc la différence entre, donc là on peut passer à la slide suivante, c'est la différence donc entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, ça constitue votre trésorerie nette. Alors, je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. Je ne sais pas si j'ai la main. On a perdu Madame Fazola, j'ai l'impression. Ouais, Est-ce que vous m'entendez? Ouais, j'ai eu des oui, coupures oui. d'électricité. J'ai eu 5 coupures d'électricité depuis tout à l'heure. Je suis désolée, ça n'arrive jamais. Il faut forcément que ça arrive toujours comme ça. Dites-moi, D'accord. vous êtes sur celle-ci. Donc Parce que alors, du en coup, je ne fait, sais pas si vous j'étais voyez sur toujours la, l'écran. excusez-moi, j'étais sur la slide Celle-ci. 9. Parfait. Voilà. Voilà, donc on peut passer à la slide 10. Donc simplement pour
Résumé, lorsque vous aurez une trésorerie positive, ça veut simplement dire que, votre fonds de roulement net, global, sera supérieur donc, à votre besoin en fonds de roulement d'exploitation. C'est-à-dire, à cette notion, hein, heu, que vous avez besoin pour faire fonctionner, une entreprise, à savoir les stocks, et les créances clients. Donc plus une trésorerie est positive et bien évidemment mieux c'est pour l'entreprise. En revanche, si, votre besoin en fonds de roulement d'exploitation, si, par exemple Alain a acheté trop de stocks, pour, sa boulangerie et que, il a un salaire à verser à son, employé, il peut avoir, c'est l'image de droite, une trésorerie, négative. Son besoin en fonds de roulement, d'exploitation, va être supérieur et donc malheureusement, il aura une trésorerie tendue, une trésorerie, négative. Pour autant, hein, donc c'est la slide, donc ensuite suivante, il existe, et ça c'est, extrêmement, important, et à l'heure actuelle, malheureusement, beaucoup d'entreprises, peuvent rencontrer des problèmes, de trésorerie et c'est malheureusement un facteur, de défaillance extrêmement, important, de, toute entreprise, qui est un élément, je dirais, extrêmement malheureusement, qu'on surveille pas forcément, hein, parce que, un chef d'entreprise a de multiples, je dirais, décisions à prendre dans la journée et malheureusement, c'est un facteur de défaillance, important, pour, je dirais, toute entreprise. Alors quels sont, je dirais, les éléments? Bien entendu, donc les organismes associatifs, hein, comme, évidemment 60 000 €, Rebond ou toute entreprise, heu, en amont, au sein de son entreprise, bien entendu, avec l'aide, de son comptable ou avec l'aide, d'une autre personne, c'est, d'essayer d'anticiper et de prévoir à travers ce qu'on appelle un document, comptable qui s'appelle aussi le prévisionnel de trésorerie. Qu'est-ce qui va, je dirais, rentrer, comme argent et qu'est-ce qui va, sortir? Donc bien entendu, c'est vivement conseillé de suivre à travers un tableau de bord, c'est cette notion de prévisionnel de trésorerie ou tout au moins de le confier si, un dirigeant d'entreprise n'a pas le temps, de le confier à, je dirais un comptable ou, à, une personne et qui soit, consultable, bien évidemment, régulièrement. Donc quels sont ces moyens, d'action? Comme on l'a vu, ça en interne, à travers aussi, hein, la vidéo donc inter-entreprise, on a vu d'une part les clients, d'autre part les fournisseurs en amont et enfin, d'autre part, de, réduire, les stocks. Donc ces solutions, heu, on peut les voir, de manière plus en détail, donc à travers, l'exemple, de, bien entendu des relances clients. C'est pour ça que, à travers le prévisionnel de trésorerie, on voit tout de suite si, heu, le cash rentre à travers, ses clients. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'est évidemment bien intéressant de faire des relances clients régulières. Après, évidemment, à chacun et à chaque, dirigeant d'entreprise de mettre en place, je dirais, un suivi et des relances. D'autre part, en amont, vis-à-vis de ses fournisseurs, bien entendu avec toute la, difficulté, je dirais, hein, de mettre en place, ces délais de paiement puisque ces fournisseurs évidemment, ils sont précieux, hein. C'est eux qui nous fournissent, je dirais, les matières premières, la marchandise, mais on peut peut-être aussi, avoir une certaine, je dirais, discipline et une certaine rigueur avec ses fournisseurs pour essayer, d'avoir ce qu'on appelle un crédit fournisseur qui permet à l'entreprise, de maintenir, sa trésorerie, je dirais active.
Enfin, le dernier poste sur lequel l'entreprise aussi peut jouer, c'est bien entendu les stocks, hein, les stocks à la fois en termes de quantité et en termes de coût, c'est-à-dire bien entendu de surveiller évidemment l'évolution de ces stocks, de voir si la rotation des stocks est suffisamment, je dirais, importante et autant que faire se peut, hein, bien entendu, moi je ne suis pas un dirigeant d'entreprise, de voir si dans la mesure du possible, en fonction de l'activité de son entreprise, d'essayer de voir s'il n'existe pas d'autres fournisseurs qui seraient peut-être moins coûteux en termes de prix, mais évidemment, c'est tout. C'est une gestion extrêmement, bien entendu, affinée et extrêmement compliquée et bien entendu, c'est du cas par cas. Enfin, donc, on si vraiment cette notion de crédit et de délai interentreprise n'est pas suffisante, on peut faire appel à travers un certain nombre de lignes court terme, on peut se rapprocher, bien entendu, de son partenaire bancaire ou d'un organisme financier où vous avez plusieurs, je dirais, possibilités qui peuvent vous être accordées, que ce soit, on va l'aborder, hein, soit la facilité de caisse, qui est une notion extrêmement court terme en principe pour une durée limitée dans le temps, à la différence du découvert autorisé, qui est normalement plus durable dans le temps. Alors, je ne suis pas un banquier, un commercial, hein, donc après, il faut faire jouer la concurrence bancaire pour notamment voir le délai dans lequel on peut accorder. Normalement, c'est une durée d'un an maximale. Et puis, vous avez d'autres possibilités de crédit de trésorerie à travers l'escompte et à travers la facturage. Donc, on peut aborder ce premier point qui est la facilité de caisse, hein. Donc, la facilité de caisse, c'est une autorisation, hein, donc c'est la slide suivante, hein, la slide 18, où vous, c'est vraiment pour pallier de manière exceptionnelle à un besoin de trésorerie passager. Hein. Donc, ça peut être un événement urgent, hein, il peut arriver, je dirais, un accident ou quelque chose qui était difficilement prévisible. Et bien entendu, c'est de contacter son partenaire bancaire pour une durée très courte. Alors après, tout dépend évidemment de la relation avec sa banque et la banque peut vous accorder cette utilisation, cette facilité de caisse, bon, qui donne lieu, bien sûr, à une facturation d'intérêts débiteurs, hein, ce qu'on appelle aussi des agios, et qui sont calculés sur le montant du débit et sur le nombre de jours d'utilisation. Et comme une facilité de caisse, bah, c'est un crédit bancaire. La facilité de caisse, bien entendu, doit faire l'objet d'un accord préalable avec son partenaire banquier, avec son banquier, et elle est révocable par le banquier à tout moment, sans préavis, contrairement aux autorisations de découvert, hein, qui est la slide suivante, où le découvert autorisé, c'est plus, pour pallier à ce manque de trésorerie qui est permanent et qui est récurrent. Donc là, c'est aussi, avec son banquier, qui va examiner bien entendu la situation de l'entreprise, hein. Le banquier est toujours avide, de documents, je dirais comptable, hein, et notamment de prévisionnel de trésorerie. Ça permet, je dirais, «d'asseoir» entre guillemets, son risque et ce découvert, bien sûr, va être fonction, de l'ancienneté, des relations, avec sa banque et des éventuelles garanties que vous pourriez, lui, offrir. Donc, au préalable, le montant et la durée d'autorisation du découvert sont contractuellement définis, hein.
C'est pour ça que je vous disais, en règle générale, la durée est de l'ordre d'un an et le montant est évalué en fonction aussi du niveau, du chiffre d'affaires. Pareil que pour, la facilité, de caisse, le découvert autorisé va donner lieu à des paiements, d'intérêts que sur les utilisations réelles, hein. Alors, au taux du découvert va s'ajouter ce qu'on appelle aussi une commission de découvert et une commission de mouvement et c'est là qu'il faut faire jouer la concurrence bancaire parce que ces commissions peuvent varier, d'une banque à une autre. Et enfin, la dernière caractéristique du découvert autorisé, c'est que, à la différence de la facilité de caisse, c'est que juridiquement, heu, le banquier, bien évidemment, peut, à tout moment, révoquer en quelque sorte cet accompagnement à court terme, mais juridiquement, il y a un préavis, de 60 jours, je dis bien habituellement, hein. Donc normalement, c'est encadré. Patrick, Autre je me permets, faci oui. Patrick, je me permets d'intervenir parce que malheureusement, le temps passe très vite et du Ah coup, pardon. on Oui, va donc je vais éviter de... Non, accélérer. non, je suis désolée. Mais évidemment, il y aura des questions Donc de je la salle. Si je vous laisse terminer, évidemment, mais si on peut un tout petit peu accélérer pour laisser la oui, parole aussi à oui, Monsieur alors Rossi, si ça... excusez-moi, oui. Merci Donc je vais beaucoup. accélérer, Non, j'ai il n'y a aucun tendance à être souci. bavard, Je me suis permise, je vais désolée. Mm. accélérer. Donc autre facilité aussi qui peuvent être, accordées, hein, c'est la slide 20, donc c'est l'escompte. Alors c'est une technique qui est, un peu particulière, que certaines entreprises, recourent, notamment dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs, hein, bien entendu, ce qu'on appelle la notion, d'effet de commerce, hein. Donc c'est, la banque qui va vous mettre à disposition, hein, le montant de cette créance matérialisée par un effet de commerce, hein, qui est un moyen de paiement. Sachez que, et là j'attire votre attention, donc ça peut aussi vous avoir un effet, je dirais, favorable pour votre trésorerie, mais attention, c'est donc la banque n'escompte que les effets de commerce n'ayant pas plus de 90 jours à courir et en cas d'impayé, bien entendu, la banque va se retourner contre son remettant, c'est-à-dire contre son client. Donc, il faut bien s'assurer quand l'effet de commerce se présente à la banque qu'il y a bien provision. Et à la différence des autres modes de paiement, il y a une centralisation de ces effets de rejet d'effets de commerce. Donc, ça peut avoir malheureusement un effet négatif sur votre cotation Banque de France s'il n'y a pas provision au moment de la présentation de cet effet de commerce, à la différence des autres modes de paiement où vous n'avez pas de centralisation de rejet d'effets, que ce soit les virements ou les avis de prélèvement, hein. J'accélère. Donc enfin, dernière possibilité, c'est le factor, hein. Donc le factor, en fait, attention, le facteur, on ne peut recourir au facteur uniquement, que, si vous avez, des clients professionnels, hein. Si ce sont des clients particuliers, vous ne pouvez pas, recourir au facteur. Donc ça veut dire que là, vous allez confier tout ou partie, de, votre portefeuille client à un organisme tiers, hein, que ce soit une banque ou un organisme financier. Alors bien sûr, il va y avoir une étude entre, l'organisme qui s'occupe du factor, donc ça peut être une banque, hein, mais ça peut être un organisme aussi, spécialisé, dans le factor. Il peut «sélectionner» entre guillemets, les créances. La contrepartie, c'est qu'évidemment, il y a un coût, hein, les commissions, d'affacturage et les commissions de financement, mais l'intérêt, c'est que ce factor, eh bien, il va accélérer le recouvrement de vos créances clients. Et donc, ça va rentrer plus facilement, enfin plus directement et beaucoup plus rapidement que si vous rencontrez des difficultés avec tel ou tel client grand donneur d'ordre. Donc voilà, je dirais, en résumé, c'est que la trésorerie, bien évidemment, c'est quelque chose de vital pour l'entreprise, hein, c'est autant que faire se peut, d'anticiper. Heu, c'est bien d'avoir du chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires, en fait, il faut
au préalable, effectivement, voir si ses clients vont régler rapidement ou non, agir évidemment pour éviter les problèmes de trésorerie et bien entendu se faire accompagner autant que faire se peut, ou si on a des notions, je dirais, c'est d'avoir ces indicateurs de viabilité et de pérennité pour l'entreprise. Voilà, résumé, je dirais, et présenté de manière extrêmement, je dirais, peut-être un peu simpliste, mais la la trésorerie, qui est, vraiment, je dirais, on l'a vu à travers aussi, la covid, hein, où, l'État avait mis en place, un certain nombre de PGE, de prêts garantis par l'État, justement pour soutenir, la trésorerie, je dirais, à court terme, pour faire face, à cette absence, je dirais, malheureusement, d'activité. Mais pour autant, là aussi, on voit qu'à nouveau, ces difficultés, de trésorerie, ressurgissent car, la conjoncture est moins favorable et que, certains, PGE peuvent être difficiles, à rembourser, pour certaines entreprises, d'où, parfois, des restructurations, de, PGE, mais qui ne sont pas forcément, la solution et donc une analyse au cas par cas, qui peut être faite soit par, la médiation du crédit si les prêts garantis par l'État sont inférieurs à 50 000 € et soit, par, bien entendu, aussi, le tribunal de commerce qui peut avoir un regard aussi préventif sur ces entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés temporaires de trésorerie. Et enfin, bien entendu, il existe aussi des fonds régionaux aussi que j'ai pas parlé euh, auprès de la région hein, des Hauts-de-France où il existe le fonds régional de premier secours qui peut être aussi une solution, une alternative à un certain nombre d'entreprises qui rencontrent des difficultés ponctuelles, conjoncturelles, de court terme. Merci beaucoup, Patrick. Effectivement, dans le cas des fonds, à la limite, ce qu'on pourra faire, si vous voulez bien, c'est que dans le mail de retour à tout le monde, on pourra leur mettre les liens intéressants qui peuvent être utiles. Notamment, on vous remettra aussi mes questions d'argent, mes questions d'entrepreneur, etc. Merci beaucoup, Patrick. Pour vos questions, donc je vous laisse les mettre soit dans le Q&A, soit dans la conversation. De toute façon, on y répondra. Je vais juste laisser la main à Monsieur Rossi et on répond à vos questions juste après. Je vous en Merci, prie. vous m'entendez bien? Parfaitement. Bon, alors, je vais aborder l'aspect juridique de cette question de trésorerie qui a été très clairement évoquée. Et il y a un mot sur lequel je veux rebondir, c'est le mot anticipation. Je crois qu'il est très important de se mettre en situation d'anticipation avec tous les outils dont on dispose et ne pas se laisser prendre par surprise par une situation de trésorerie négative qui est le critère de ce qu'on appelle dans les textes du Code de commerce la cessation des paiements. Alors, cette notion de cessation des paiements est une notion clé des procédures de traitement des difficultés des entreprises. Je préfère utiliser ce terme traitement des difficultés des entreprises et non pas le terme faillite, qui est un terme qui fait un peu peur et surtout qui ne correspond pas vraiment à la réalité des pratiques aujourd'hui, qui sont de plus en plus orientées vers précisément l'anticipation. Et l'anticipation, ça veut dire la prévention de la cessation des paiements. L'objectif étant d'agir soit avant que la cessation des paiements n'apparaisse, alors qu'elle est sur le point d'apparaître, soit quand elle est déjà constatée, mais depuis un temps qui n'est pas suffisamment long pour que l'on ne puisse pas espérer des mesures de redressement de cette trésorerie par des dispositions qui ne sont pas trop violentes en termes
de gestion de l'entreprise. Alors, je vais expliquer en quelques mots, je vais essayer d'être court. Je vous mettrai le document, si vous voulez, à disposition. Essayer un peu d'expliquer à quoi sert d'abord cette notion de cessation des paiements, dont vous avez compris qu'en fait, c'est une notion qui correspond à l'idée de rupture de trésorerie. Essayer d'apporter des éléments qui permettent de définir cette notion de cessation des paiements qui, à ce stade-là, est une notion juridique et pas seulement comptable. Et puis également exposer quels sont les acteurs qui interviennent, à savoir qui définit la notion de cessation de paiement et quand est-ce qu'on est à même de la définir. Alors tout d'abord, la notion ou les notions, les fonctions plutôt de la notion de cessation des paiements. Alors, commençons par ce qui peut faire peur, mais j'insiste tout de suite, cette présentation ne doit pas être dissuasive parce que les conséquences de la cessation des paiements en termes de sanctions sont finalement statistiquement assez marginales. Alors, la notion de cessation des paiements joue en fait ici plutôt comme un feu orange. On peut passer à l'orange mûr ou juste quand le feu vert passe à l'orange, et ce n'est pas la même façon d'appréhender les choses. Si on passe à l'orange mûr, évidemment, il y a des risques de contravention. Et si on reste trop longtemps dans une situation de cessation des paiements, eh bien, il y a également un certain nombre de risques. Alors, il y a des sanctions à l'égard de celui, on va appeler le chef d'entreprise ou le débiteur, comme vous voulez, qui reste trop longtemps en cessation des paiements sans réagir et sans en tirer les conséquences utiles. Il y a des sanctions qu'on appelle les sanctions professionnelles, qui sont alors des sanctions dont on peut parler en termes de faillite, au sens répressif du terme. Il y a évidemment la faillite dite personnelle, qui est une sanction avec des conséquences lourdes pour le chef d'entreprise, puisque ça peut aller jusqu'à une interdiction d'exercer des fonctions de gestion ou de direction. Et puis, pour les entrepreneurs individuels, ça va aller jusqu'à la prise en charge du passif, malgré la clôture de la procédure collective. D'une manière plus précise, les textes sanctionnent par l'interdiction de gérer le fait, je lis le texte, d'avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours. Ce critère de 45 jours est assez important pour plusieurs raisons. On y reviendra tout à l'heure avec une présentation plus positive de la problématique. Donc, avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours sans demander le bénéfice d'une procédure de conciliation, une procédure confidentielle ou l'ouverture d'une procédure collective. Alors, ce sont ces sanctions professionnelles-là qui sont assez rarement prononcées, mais qui sont redoutables, puisqu'elles comportent en fait élimination de la vie économique, de la vie commerciale. Il y a également des sanctions patrimoniales qui peuvent être liées à cette situation de persistance dans l'erreur, si je puis dire. Là, on passe carrément au rouge, et ces sanctions patrimoniales permettent au tribunal de mettre à la charge du dirigeant ou de l'entrepreneur individuel maintenant le passif qui a été généré avant l'ouverture de la procédure collective à la suite d'une faute de gestion, et le fait de ne pas réagir à une situation de trésorerie négative persistante peut être considéré comme une faute de gestion, et dans ce cas-là, le chef d'entreprise peut supporter donc l'insuffisance d'actifs qui a été établie à la suite des opérations de la procédure collective. Et puis, très rapidement, sachez que la cessation des paiements, c'est aussi le point de départ de ce qu'on appelle la période suspecte, qui est une période qui précède
l'ouverture de la procédure collective qui va remonter jusqu'à la date de la cessation des paiements avec une limite aujourd'hui de 18 mois maximum. Et pendant cette période, eh bien, certains actes peuvent être mis en cause par des nullités. Il s'agit par exemple des donations qui auraient pu être faites avant l'ouverture de la procédure. Alors on voit, ce sont des situations où déjà nous sommes à la limite quand même de la faute caractérisée et c'est un aspect qui aujourd'hui ne représente pas du tout l'essentiel des activités des juridictions en la matière. Alors, la cessation des paiements est également un critère positif, mais ça peut être également un critère négatif d'ouverture des procédures judiciaires de prévention ou de traitement des entreprises en difficulté. Alors, il y a plusieurs critères qui interviennent à ce stade-là. Je les citerai pour vous dire que tout ne se résume pas avec cette notion de trésorerie. Par exemple, l'alerte qui peut être déclenchée par le commissaire aux comptes ou par le président du tribunal, notamment de commerce, correspond à une situation où il existe des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Donc on est sur un autre critère que la cessation des paiements. La conciliation, qui est une mesure, une procédure préventive dont on a parlé, se réfère de manière négative aux critères de cessation des paiements, puisqu'il ne faut pas que l'entrepreneur se trouve en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. C'est toujours cette idée de critères temporels que j'évoquais tout à l'heure. Et il faut que ce chef d'entreprise, cette entreprise, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible qui justifie la mise en place de cette conciliation. Donc, vous voyez, on n'est pas sur une notion de trésorerie. Ça peut être, par exemple, la rupture d'un contrat important qui fait anticiper l'apparition de difficultés graves ou sérieuses de l'entreprise, susceptibles elles-mêmes, par la suite, d'entraîner une situation de cessation des paiements. Pour la sauvegarde, qui est une procédure collective préventive, le critère, c'est de ne pas être en cessation des paiements, justement, mais de rencontrer des difficultés que le chef d'entreprise n'est pas en mesure de surmonter. Donc, on a là une notion très ouverte. Alors, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs, mais il y a une procédure qui s'appelle le règlement amiable agricole qui a des critères propres. Et je passe aux deux procédures pour lesquelles le critère d'ouverture ou l'un des critères d'ouverture, c'est l'existence d'une cessation des paiements, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Et le redressement judiciaire vise l'hypothèse, et c'est ça la définition de la cessation des paiements, où le débiteur, le chef d'entreprise, est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Et vous voyez là, on rejoint ce qui vient d'être exposé par mon prédécesseur. Ce critère-là, c'est le critère de la cessation des paiements. Donc, en liquidation judiciaire, il y a le même critère, mais en plus, il faut que l'on établisse que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Statistiquement, hélas, la plupart des procédures sont des procédures de liquidation judiciaire. Aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, ça correspond à une situation économique qui est une réalité, et donc c'est un état que l'on peut constater, mais également ça correspond à un manque sérieux d'anticipation, un manque réel d'anticipation, parce que, eh bien, on peut penser, dans d'autres causes, il y a 36 000 causes possibles, qu'il y a une tendance pour un chef d'entreprise à ne pas accepter de voir la réalité en face. Je pense que c'est comme ça qu'on peut dire un peu crûment, parce que les chefs d'entreprise sont des battants et ils ont peut-être l'idée qu'ils pourront se sortir d'une situation sans l'accompagnement judiciaire ou l'aide d'autres personnes, ce qui fait qu'en réalité, ils n'y arrivent pas. La situation se dégrade et quand on est en rupture de trésorerie, après, ça fait un effet boule de neige qui conduit finalement à ce qu'il n'y ait plus d'activité possible et la liquidation judiciaire s'impose.
Donc, plus on peut anticiper, mieux c'est. C'est vraiment un message que je veux faire passer. La conciliation permet d'anticiper ça beaucoup plus en amont que les autres procédures. C'est confidentiel, c'est relativement efficace. Ça a un coût, ça, certes, mais c'est une disposition, une mesure, une procédure qui a montré toute son efficacité. Et puis, sinon, eh bien, la sauvegarde est une procédure qui permet d'être bien en amont même de la rupture de trésorerie, quand on peut l'anticiper. Et le redressement judiciaire est également une procédure qui connaît un succès relatif en termes d'efficacité, mais qui connaît un vrai succès quand même, et qui permet d'éviter également la liquidation judiciaire. Alors, ces fonctions de la cessation des paiements ayant été précisées, je peux passer peut-être à la définition de la cessation des paiements, mais je l'ai déjà donnée, donc je vais aller assez vite. Le texte qui l'a défini, c'est l'article L631.1 du Code de commerce. C'est un critère, je vous le disais, qui n'est pas un critère purement comptable. C'est un critère juridique et donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet de la cessation des paiements, mais l'idée, grosso modo, c'est que l'entrepreneur n'est plus en mesure de payer ses dettes telles qu'elles arrivent. Il n'a plus la possibilité d'avoir des facilités de paiement et il n'a plus la possibilité d'avoir des crédits dont on vient de vous parler, que ce soit des crédits de caisse ou des crédits un peu plus structurés. Et bref, il a perdu la confiance de ses partenaires, ce qui fait que la situation se dégrade assez rapidement par la suite. La définition, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Et il est précisé que celui qui établit que les réserves de crédit ou des moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Alors, vous voyez que ça laisse une marge de manœuvre quand même, et nous ne sommes pas uniquement sur une problématique purement comptable. Alors, il y a une difficulté, mais j'en parlerai peut-être pas aujourd'hui, sauf s'il y a des questions qui concernent l'entrepreneur individuel, puisque une réforme récente a rendu les choses un peu compliquées dans la mesure où l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines. Le patrimoine professionnel pour lequel s'applique ce critère de cessation des paiements et le patrimoine personnel, c'est-à-dire ces biens familiaux qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle. Alors, il ne faut pas confondre la cessation des paiements avec le résultat comptable. C'est un point qui a déjà été dit. Un refus de paiement, par exemple, parce qu'il y a une contestation sur la qualité des marchandises ou quoi que ce soit, ne constitue pas une rupture de trésorerie et ça ne caractérise pas la cessation des paiements. Et puis, il faut donc le redire, une dette peut être exigible, mais on peut obtenir un moratoire. La dette n'est pas exigée et dans ce cas-là, on peut prouver, mais il faut le prouver, que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements au sens de la loi. Il ne faut pas confondre, et ça a été dit il y a un instant, j'insiste simplement dessus, l'actif disponible et l'actif en général. On parle là vraiment de trésorerie, de liquidité. Donc un actif qui est immédiatement réalisable peut être considéré comme l'actif disponible au sens du texte, mais le bilan peut être extrêmement positif. Pour autant, si la trésorerie fait défaut, l'entreprise est en cessation des paiements. Alors, ceci dit, qu'est-ce qui définit la cessation des paiements et à quel moment? Eh bien, c'est assez simple. On va la définir au moment où le tribunal est saisi. Et j'insiste sur ce point, c'est au moment où le tribunal va se prononcer que l'on va apprécier la situation de cessation des paiements. C'est-à-dire que si jamais les choses évoluent dans un sens ou dans un autre, l'appréciation de la situation peut être différente entre la juridiction de première instance, par exemple, et s'il y a un appel,
la cour d'appel. La situation peut se dégrader ou au contraire, la situation peut se redresser en termes de trésorerie. Donc, c'est une appréciation au moment donné. Mais évidemment, on tient compte aussi de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si le feu vient de passer à l'orange, il y aura une appréciation peut-être plus souple que si l'on est passé au feu avec l'orange bien mûr, auquel cas on considérera que la cessation des paiements est suffisamment établie pour qu'elle justifie l'ouverture d'une procédure. Je vous rappelle également, et c'est un point sur lequel vraiment j'insiste, si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, elle est en cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours, autrement dit, eh bien, elle peut bénéficier d'une procédure qui est une procédure de conciliation, qui est une procédure confidentielle, qui est une procédure conduite par le président du tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire en fonction de l'activité de l'entreprise. Et cette procédure est particulièrement importante à connaître. Il ne faut vraiment pas avoir peur de franchir la porte du tribunal pour en demander le bénéfice parce qu'elle va vraiment protéger l'entreprise à plusieurs titres. D'abord, elle va protéger l'entreprise du risque d'être assignée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire par un créancier pendant toute la durée de la procédure. Donc, tant qu'on négocie la recherche d'une solution amiable avec les créanciers sous la protection du tribunal et d'un conciliateur qui va être nommé par ce tribunal, eh bien, on ne craint pas qu'un créancier, même un créancier public, l'URSSAF ou l'administration fiscale, puisse valablement assigner en procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire. Donc, il y a une prime à l'anticipation et à la mesure sur l'initiative du chef d'entreprise. Encore faut-il ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Là, on est passé quasiment au feu rouge, sinon. Et puis, il faut indiquer également que si le débiteur, en connaissance de cause, ne demande pas l'ouverture d'une conciliation, eh bien, on peut le lui reprocher. On peut lui dire qu'il a commis une faute de gestion et éventuellement rechercher sa responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, considérant qu'il devra supporter l'insuffisance d'actifs apparue entre la date à laquelle il aurait dû réagir et la date d'ouverture de la procédure collective. Au contraire, s'il demande l'ouverture d'une procédure, eh bien, on ne peut pas, une procédure de conciliation, on ne peut pas le lui reprocher. Alors, la cessation des paiements, elle peut aussi être précisée en cours de procédure. Et en cours de procédure, le tribunal va, d'une part, s'il ouvre une procédure où le critère de cessation des paiements est nécessaire, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, fixer cette date au moment où il ouvre la procédure, mais cette fixation dans le jugement d'ouverture est provisoire. Et il peut ensuite, en fonction des investigations qui auront été faites, faire remonter la date dans le temps. C'est la période suspecte dont je vous parlais en introduction. Période suspecte qui est importante pour la validité de certains actes qui ont été passés pendant cette période-là, avant l'ouverture de la procédure, mais également qui peut être importante s'il y a lieu de mettre en place des sanctions. Par exemple, si le débiteur a poursuivi sciemment cette activité déficitaire pendant toute la période suivant la cessation des paiements. Alors, la cessation des paiements, je ne vais pas développer cela, peut être également fixée en cours de procédure dans les procédures de sauvegarde. Et encore une fois, je rappelle qu'il s'agit d'une appréciation à un moment donné sur des critères qui ne sont pas purement des critères comptables. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement sur cette notion et ses aspects juridiques. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Je pense que ça a sûrement éclairci peut-être certains points pour l'ensemble des participants. Merci à tous les deux. Je redis de nouveau, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation ou dans la partie Q&R.
Je présente très, très, très rapidement. Non, on va faire d'abord le jeu comme ça, au moins, on va passer un peu sur la partie ludique pour un peu assouplir, même si c'est très intéressant, c'est toujours un peu angoissant ces petites notions juridiques, ces petites notions juridiques, pardon. Alors, vous avez la possibilité de flasher le QR code et je vais vous donner aussi le lien de participation. Comme ça, hop, dans la conversation, je l'avais déjà mis tout à l'heure, mais je le remets ici. Tout est anonyme, il n'y a pas besoin de mettre votre nom, prénom, etc. Vous inquiétez pas, c'est pas non plus, on n'est pas là pour dire ah oh là là, il y a des mauvaises réponses ou quoi. C'est vraiment pour vous remettre un peu ces notions. Donc, n'hésitez pas à répondre et on va regarder un peu vos participations et donner les réponses à ces questions. Je vous laisse bon, quelques minutes. Là, je vais essayer de réactiver vos micros si j'arrive à le faire en même temps. N'hésitez pas à participer, c'est vraiment anonyme, hein. Il n'y a aucune donnée qu'on peut récupérer. Moi, je récupère vos réponses tout de suite. Et on a déjà 3 personnes qui ont répondu, donc merci. Je sais pas si je vais mettre mon micro. Ouais, normalement, vous pourrez ensuite poser vos questions à partir de maintenant, activer vos micros quand on passera à la partie des questions-réponses. Vous pourrez réactiver vos micros pour les poser en direct. Est-ce que vous avez bien accès au QR code? Enfin, aux questions-réponses? Je peux vous remettre le QR code pour ceux qui préfèrent. Ah ouais, ok, parfait, super. Donc je vous affiche la réponse, donc ça va être on a quelques personnes qui ont déjà bien pris en compte vos notions à tous les deux, Monsieur Léger et Monsieur Rossi. Est-ce que l'un de vous deux souhaite ajouter un mot sur cette notion de report de paiement d'un client? Peut-être Monsieur Léger, parce que c'est assez clair, mais Effectivement, donc bien faire attention, au report de paiement, au niveau, du client, hein, parce que, évidemment, ça peut cacher, je dirais, des difficultés de trésorerie, de la part, de ce client. Bien évidemment, plus vous avez, de clients, dans votre, entreprise, mieux c'est. Et donc tout dépend effectivement aussi de la richesse, du nombre de clients, que vous avez, hein. On dit qu'évidemment, une entreprise qui malheureusement, ne fonctionne, qu'avec, quelques clients et en plus, avec, des retards, eh bien malheureusement, le facteur de défaillance est statistiquement, plus important, que, si, l'entreprise a par ailleurs, des clients, beaucoup plus étoffés. Donc attention, évidemment à cette, notion, de retard ou de demande de délai. merci beaucoup. Ensuite, du coup, on vous a posé la question de votre banque vous propose une ligne de crédit pour pallier à des retards clients. Alors, du coup, avec des petites notions de sécurité, je vous laisse peut-être Monsieur Rossi ou Monsieur Léger comme vous Oui, alors souhaitez. moi je suis pas une banque, commerciale en direct, mais, bien évidemment si, l'entreprise a une, trésorerie active qui est tendue et donc, évidemment, un besoin de trésorerie, bien entendu, ça peut être une alternative, pour, je dirais pallier, à ces, difficultés donc de trésorerie, hein. Donc après, tout dépend évidemment de la ligne de crédit, qui est accordée, par votre banquier. Tout dépend de la durée. Mieux c'est, comme on l'a dit, d'avoir une trésorerie, active, c'est-à-dire une trésorerie, indépendante de ses, partenaires, financiers. Mais, si, l'entreprise est confrontée
à ces retards de clients et que la banque vous propose, je dirais, une ligne de crédit qui vous apparaît, je dirais, suffisamment intéressante et limitée dans le temps, je dirais, ça peut être un accompagnement opportun. Avec bien entendu, je dirais une négociation et de bien savoir clairement, ce que la banque va vous proposer, parce qu'elle peut, bien entendu, à titre de risque, aussi exiger, des contreparties ou des garanties. Donc bien lire avant évidemment, de s'engager, auprès, je dirais de votre banque. Il existe aussi, hein, des organismes associatifs, qui peuvent aussi ponctuellement, dans une moindre mesure, vous accompagner. Ou comme on a dit, Merci beaucoup. des organismes comme la région aussi. Merci beaucoup. Donc, votre fournisseur accepte de vous accorder 30 jours de délai supplémentaire pour payer une facture. Bon, là, je crois qu'on a déjà passé tout à l'heure, mais si on peut apporter peut-être une légère précision, effectivement, sur toujours cette partie d'optimisation de trésorerie, Patrick. Oui, bah, à partir du moment où on l'a abordé, effectivement, ça faisait partie du crédit interentreprise, client, fournisseur et stock. Eh bien, si votre fournisseur vous accorde effectivement 30 jours de délai supplémentaire et que malheureusement vous êtes confronté ponctuellement, hein, ponctuellement à je dirais, à cette contrainte court terme, bah, ça peut être un élément, je dirais, heu, court terme pour renforcer votre cash, votre trésorerie ponctuellement. Attention à ne pas évidemment, je dirais, en abuser parce que bon, tout dépend après vous allez me dire du fournisseur et de la qualité, de la relation, que vous avez. Mais sachez que, bien évidemment, les organismes financiers aussi et notamment les organismes bancaires vont, analyser, aussi notamment, au vu de l'alias fiscal, comment, se comportent ces délais-là et pas seulement, vos banques, hein, aussi, les assureurs crédits aussi vont analyser aussi, ce facteur. Donc oui, je dirais go, mais avec, modération. Parce D'où que, l'importance, voilà, d'où l'importance des échanges avec ces parties prenantes et d'avoir des échanges réguliers pour pouvoir, quand on a une problématique très ponctuelle, accéder exactement. plus facilement à des relations, à des échanges facilitants avec ses parties prenantes, donc que ce soit avec ses banques, enfin ses partenaires financiers, mais aussi avec ses fournisseurs, j'imagine les plus importants pour pouvoir négocier sur des factures assez grosses, disons. Voilà, on a du coup, je pense, ça y est, tout Là, compris. super. Euh, on est d'accord que effectivement, si vous n'avez pas vos tableaux de suivi, n'hésitez pas à les créer ou à vous faire accompagner pour en avoir au quotidien. Je passe hein, parce que j'imagine que du coup là, enfin, c'est assez transparent. Votre entreprise rencontre des difficultés de trésorerie et vous continuez à signer des contrats sans visibilité pardon, sur vos finances. On est d'accord, on arrête. Peut-être une précision sur le pourquoi. Peut-être Monsieur Rossi, de manière juridique. Est-ce qu'on a une Non, précision? j'avoue que là-dessus, je ne vois pas trop ce que je peux vous dire. Partie juridique, il n'y a pas spécialement. Oui, non, ce que je dois reprendre, et j'insiste là-dessus, c'est que c'est important d'anticiper. Donc, d'une manière générale, pour anticiper, il faut savoir où on va. Ça me semble évident. Et puis, on a évoqué plusieurs déjà possibilités quand on est en situation de tension de trésorerie, de trouver des financements extérieurs, bancaires, mais également euh, des collectivités territoriales ou d'autres organismes qui viennent apporter de la trésorerie. Mais même si on est sur ce terrain-là, il ne faut pas du tout mettre dans le tiroir le recours à la prévention avec l'intervention du président d'un tribunal qui peut vous recevoir, franchement, avant de déclencher quoi que ce soit, pour vous exposer quels sont les risques qu'il y aurait à aller dans ce sens-là. Les tribunaux de commerce ont cet avantage
d'avoir des juges qui sont eux-mêmes des entrepreneurs et qui vont absolument parler le même langage que vous. Ça va vous permettre réellement d'avoir un regard extérieur sur la situation parce que le chef d'entreprise a nécessairement, dans des situations de tension, besoin d'un regard extérieur. Merci beaucoup. Effectivement, c'est hyper important de rappeler cette notion de prévention et on vous mettra du coup, comme je vous l'ai promis, les contacts euh, bah, intéressants, mais surtout importants sur le territoire auquel enfin, desquels faudra vous rapprocher si malheureusement vous avez des questions. Oui, je vous Exactement, écoute. hein, j'abonde dans ce sens, hein, bien souvent, malheureusement, hein, quand on rencontre aussi, des dirigeants d'entreprise, hein, ils sont tellement confrontés à de multiples décisions, dans la journée, cette notion, je dirais, de prendre du recul et d'avoir une gestion, d'analyse financière et a fortiori, de trésorerie, peut être, je dirais, je écarté parce que, le dirigeant peut être, parfois se trouver, seul et donc n'hésitez pas, à, interpeller, d'autres personnes, que ce soit les organismes associatifs ou que ce soit, les organismes plus institutionnels, que sont, la médiation du crédit, hein, lorsque vous, alors ça reste du domaine amiable, hein, c'est limité je dirais en cas de rupture de ligne de crédit, bancaire ou en cas de refus de crédit, vous pouvez saisir ce qu'on appelle la médiation du crédit, mais ça reste du domaine amiable et c'est limité, je dirais, au domaine bancaire, alors que, la procédure, je dirais, auprès du tribunal est une procédure beaucoup plus globale et qui aussi, qui peut être aussi comme, elle a dit, le magistrat honoraire, ça peut être, bien entendu, une procédure en amont, une procédure préventive, que ce soit, conciliation ou mandat ad hoc. Parfait, merci beaucoup. Je termine parce qu'il nous reste très peu de temps sur les 2-3 questions sur lesquelles vous avez déjà mis des réponses. Donc, vous avez des dettes fournisseurs impayées, mais vous anticipez une rentrée de trésorerie dans 2 mois. Vous demandez une conciliation. Donc, ça, c'était l'intervention de M. Rossi. Effectivement, la conciliation vous permet du coup d'anticiper et qu'on évite potentiellement de vous reprocher une faute de gestion. Donc, je pense que ça, on est passé assez longtemps dessus. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans la conversation. Vous êtes en état de cessation de paiement, mais vous attendez de voir si votre situation s'améliore. C'est ce que M. Rossi également vous a dit. N'attendez pas trop longtemps, puisque en moins de 45 jours, vous pouvez toujours justement accéder à cette conciliation. Au-delà de 45 jours, vous êtes déjà passé au feu rouge et malheureusement, je crois qu'il y a des statistiques qui sont assez importantes. Alors, je ne voudrais pas me tromper, mais je pourrais vous les remettre dans le mail. Il me semble qu'on avait parlé de 70% si vous anticipez de poursuite de vos activités sans trop de contraintes et plutôt de positif. Et si vous anticipez pas et que malheureusement vous êtes en état de cessation de paiement, c'est plutôt 70% de liquidation. Et je crois que c'était un chiffre de la Banque de France, si je ne me trompe pas, Patrick. J'ai Oui, un doute, oui, oui, mais c'est ça. oui, oui, malheureusement, il y a eu, un bond, de défaillance, d'entreprise sur l'année, 2024, bon, qui s'explique, pour, une conjoncture aussi ralentie et puis un certain nombre d'incertitudes, bien évidemment, Mm. actuelles, internationales, malheureusement. On le redit du coup, hein, vraiment le maître mot c'est l'anticipation et on vous remettra toutes ces notions par mail. Donc vous n'avez plus de trésorerie, vous n'arrivez plus à payer vos employés, vous prenez un crédit personnel. Bah là encore une fois, attention à vos finances parce que malheureusement, bon, voilà, je crois que ça c'est clair. C'est vous qui vous mettez en danger et puis potentiellement faites une faute de gestion aussi en fonction de ce que vous mettez en place dans votre entreprise. Sur ce point-là, je le rajoute parce qu'on ne l'a pas trop évoqué, mais également l'URSSAF fait de la prévention et quand vous rencontrez des difficultés de paiement auprès pour les cotisations URSSAF, etc., n'hésitez pas. Ce ne sont pas forcément des grands méchants comme on peut l'entendre un peu partout. Au contraire, ils ont beaucoup de dispositifs de prévention. Et dès que vous rencontrez une difficulté, le mieux, c'est quand même de les appeler. Ils peuvent vous proposer des facilités de paiement, etc. Donc, je ne sais plus s'ils sont présents. Il y avait quelques personnes qui étaient
inscrites de l'URSSAF, mais en tout cas, souvent, ils font de la prévention également, des conférences, donc n'hésitez pas à participer. C'est quand même hyper intéressant d'avoir toutes ces informations. Je pose la question qui a été posée tout de suite dans la conversation. Alors, existe-t-il une méthode comptable pour faire le choix entre vaut-il mieux brader son stock pour faire rentrer de la trésor et abîmer sa marque ou prendre des lignes de financement et ne pas dévaloriser ses stocks? Je ne sais pas qui de vous deux souhaite prendre cette question. Oui, je peux apporter, je dirais, un éclairage. Alors après, je dirais tout dépend de l'importance, je dirais, du stock, que, l'entreprise, a. C'est un choix évidemment, à prendre, hein. Donc évidemment, si vous avez des stocks, je dirais, anciens et que, votre trésorerie est vraiment tendue, donc ça peut être une alternative, hein, à la fois, de brader, son stock. Mais si vous avez de bonnes, relations, hein, donc je vais faire une réponse un peu normande, hein, si vous avez de bonnes relations avec, votre partenaire bancaire et que, votre banquier, vous suit, pour, je dirais, accompagner, ces difficultés, de trésorerie, à ce moment-là, ça peut être aussi, une alternative complémentaire. Pas si j'ai répondu, directement, à la question ou si, il peut y avoir aussi, d'autres éléments, complémentaires. Mais ça peut être, comme on a dit, hein, au niveau, de la notion de besoin en fonds de roulement d'exploitation, hein, il y a la notion, bien sûr de stock, de fournisseurs et de clients. La notion de stock, si vraiment, le stock apparaît, je dirais trop important ou, qu'il apparaît plus, en adéquation, avec l'activité, demandée, ça peut être, une alternative. Ça répond du coup à la question. Oui, ok, parfait. Merci beaucoup. Je laisse la parole si vous le souhaitez, Sandrine. Je ne sais pas qui est la deuxième personne. A priori, il y a des personnes de l'URSSAF qui sont avec nous. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole ou pas. Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. Oui, apparemment, c'est moi, Isabelle, la deuxième, deuxième participante D'accord, de l'URSSAF. Alors, je suis arrivée avec beaucoup de retard, je vous prie de m'en excuser. il n'y a aucun souci. Alors, nous, à l'URSSAF, d'abord, on est déjà très contents de cette initiative de 60 000 rebonds parce que ça nous permet effectivement de pouvoir aussi orienter et dédramatiser, si l'on peut, un petit peu cette façon de rebondir aussi après un échec. Enfin, ce qui est considéré en tous les cas comme un échec. En ce qui concerne l'accompagnement des entreprises en difficulté, alors j'abonde complètement dans votre sens, c'est-à-dire que oui, moi je suis partisante effectivement de pouvoir orienter dès les premiers, on va dire, peut-être pas défaut de paiement, mais en tous les cas, dès les premiers retards ou en tous les cas défaillances à la suite de délais ou autres, de pouvoir contacter les entreprises. Bon, malheureusement, on a comme pour beaucoup un manque de moyens qui ne nous permet pas de faire complètement ce que l'on souhaiterait et de pouvoir justement anticiper plus et d'orienter davantage les entreprises plus en amont. Merci beaucoup. Pareil, je veux bien, si vous voulez, à la limite, Isabelle, j'ai déjà les contacts, mais si vous avez d'autres contacts à me donner pour les mettre dans le retour de mail, des contacts utiles auxquels ils pourront faire appel, n'hésitez pas à me les envoyer même, alors soit dans la conversation si vous le souhaitez, soit me les envoyer directement à moi. On échangera, je les partagerai à tout le monde. Je vois aussi qu'on a eu un commentaire, notamment sur le fonds de secours dont on a parlé tout à l'heure. Une précision a été apportée pour vous donner enfin, une information sur l'éligibilité. Donc, il y a quelques cases à cocher pour y avoir le droit. Pareil, j'essaierai de vous mettre les liens nécessaires à cet outil. S'il n'y a pas d'autres questions, vous avez le droit d'activer vos micros, donc n'hésitez pas.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, mais vous pouvez de toute façon toujours en poser dans la conversation, je fais très rapidement, du coup, je ne vais pas prendre tout votre temps, toute petite présentation de 60 000 rebonds pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, nous, on est une association, donc je suis coordinatrice aujourd'hui pour l'Oise, pour les antennes de Beauvais et Compiègne. Et puis, je reprendrai ma petite place sur Beauvais et on aura une personne sur Compiègne prochainement. Donc, on est en train de monter nos équipes qui commencent déjà à être assez importantes sur Beauvais et sur Compiègne, de bénévoles, coachs, parrains, marraines. Je vais vous expliquer un peu les rôles de chacun et de chacune. Pourquoi on existe? C'est parce que malheureusement, une fois qu'on a liquidé, on est un peu perdu et surtout, on est passé souvent par... il n'y a pas de souci, Fabrice, bonne journée et merci d'avoir participé. Donc voilà, effectivement, on est passé par parfois des phases compliquées et on est devenu soit le méchant patron, soit malheureusement, on ne sait plus trop si on est encore voilà, patron ou autre. Donc on ne sait plus si on doit retourner dans l'entrepreneuriat, retourner dans le salariat. Les personnes qu'on accompagne ont forcément liquidé leur entreprise, donc on arrive vraiment au tout bout de chaîne, malheureusement, pas du tout en amont. Et on les accompagne que si il n'y a pas de risque, désolé de ce mot que je vais employer, de risque de suicide, donc d'urgence psychologique, là où APESA, une autre association qui est affiliée au tribunal de commerce, s'occupe plutôt effectivement de la partie psychologique. Nous, on va plutôt s'occuper de la partie accompagnement, coaching, pour repartir avec, comment on dit, pour rebondir avec un meilleur voilà, appui des meilleures fondations. Alors, 70% repartent dans le salariat, pardon, et 30% dans l'entrepreneuriat. Et on les accompagne, du coup. Alors, souvent, dans la première phase, c'est plutôt un travail alimentaire. Et puis, il y en a certains qui repartent aussi en parallèle dans l'entrepreneuriat. Reste patron quand on a été patron. Nos valeurs, donc bienveillance, solidarité, engagement, professionnalisme, ça c'est ce que tous nos bénévoles portent au sein de l'association. Comme je vous disais, on accompagne vraiment les entrepreneurs qui malheureusement ont fait faillite, donc on ne peut pas accompagner en amont. Le dispositif, comment ça fonctionne? Ça a été créé en 2012, c'est appuyé sur du coaching. L'entrepreneur qui a liquidé et qui souhaite nous rejoindre, s'il n'accepte pas de nous rejoindre pour participer à minima à 5 séances de coaching c'est une période d'accompagnement de 2 ans. Le coaching est plutôt au tout début de l'accompagnement. Malheureusement, on ne pourra pas l'accepter puisqu'il s'engage, il signe un petit contrat d'engagement avec nous pour justement voilà, s'accorder avec la méthode qui est la méthode de 60 000 rebonds et qui passe par le coaching. On a un accompagnement à la fois individuel et à la fois collectif. Donc, l'entrepreneur en rebond a un coach attribué et un parrain ou une marraine qui est le parrain ou la marraine, c'est plutôt un rôle de mentor qui lui accompagne entre 18 mois et 24 mois. L'entrepreneur, en général, c'est 18 mois parce que notre accompagnement va jusqu'à 24 mois, pardon, mais statistiquement, au bout de 18 mois, l'entrepreneur considère lui-même qu'il a déjà rebondi. Il ne va pas forcément jusqu'aux 24 mois. Ce rôle de parrain et de marraine, c'est vraiment mettre à disposition son réseau, pouvoir donner des conseils, un appui, voilà, sentir qu'il y a quelqu'un qui est là et qui peut l'aider au quotidien. S'il a une question, il n'y a pas de questions bêtes. Ces questions remontent au sein de nos équipes bénévoles et on a des experts derrière qui peuvent y répondre. Donc, on a un vivier d'experts que l'on a centralisé maintenant au niveau de la région Hauts-de-France. Donc, si vous êtes expert en la matière et que vous souhaitez rejoindre l'association pour du coup aider nos entrepreneurs sur des questions ponctuelles, vous pouvez nous rejoindre en tant qu'expert. Vous pouvez aussi nous rejoindre en tant que coach si vous êtes certifié par une formation et que vous avez 2 ans d'expérience, ou nous rejoindre en tant que parrain ou marraine. C'est plutôt des chefs d'entreprise qui sont déjà qui ont déjà vécu l'expérience entrepreneuriale, ou alors des dirigeants, des responsables ou dirigeants de sections au sein d'entreprises ou des business units. Pourquoi? Parce que on a besoin de personnes qui puissent vraiment accompagner l'entrepreneur
et comprendre un peu aussi ces problématiques. Donc là, on est pareil, ouvert, on a besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour nous rejoindre. L'accompagnement alors le coach, c'est 5 à 7 séances de coaching qu'il offre pro bono. Hein. Tout l'accompagnement est vraiment offert pour l'entrepreneur qui a l'idée qui nous rejoint. Et puis pour le parrain ou la marraine, là, c'est à minima 2 heures jusqu'à 6 heures par mois accordées environ. Alors après, là, on n'a pas de point déterminé en fonction on vous demande à minima de faire une réunion par mois. Il y a des réunions à la fois collectives avec l'ensemble des équipes et des entrepreneurs qui sont accompagnés pour que eux-mêmes voient qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a vraiment un écosystème autour d'eux, plus du coup leur coach, leur parrain, marraine. Donc toutes nos équipes bénévoles et puis des accompagnements individuels. Et le parrain ou la marraine, c'est vraiment entre 2 et 6 heures d'accompagnement par mois. Et là, après, vous organisez comme vous le souhaitez avec la personne que vous accompagnez. Je vais essayer de passer un peu plus vite parce qu'on a déjà dépassé les délais. Je vous enverrai la présentation. Le dernier, donc il y a les bénévoles, coach, parrain, marraine et ou expert. Et puis, on a un club d'entreprise, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, ce sont les entreprises du territoire qui se réunissent en écosystème autour du rebond et des entrepreneurs que l'on accompagne pour leur mettre à disposition. Alors, on a besoin d'un peu de finances, évidemment, pour faire vivre les antennes de Beauvais et de Compiègne. On a surtout aussi besoin d'entreprises qui seront prêtes à aider, alors soit à refaire un CV, soit à mettre à disposition du matériel quand l'huissier est passé et que malheureusement il n'y a plus du tout de biens meubles pour voilà, soit se rendre à un rendez-vous, soit se connecter à une réunion, faire des présentations ou autres sur ordinateur. On demande aux entreprises qui rejoignent le club de mettre à disposition du matériel aussi pour les entrepreneurs qui en auraient besoin. Et vous pouvez faire des dons qui sont défiscalisés puisque nous sommes une association d'intérêt général. On a déjà donc des entreprises qui nous accompagnent, on a déjà des institutions aussi qui nous suivent, qui sont peut-être déjà présentes. En tout cas, il y a l'URSSAF, hein, avec qui on a déjà un partenariat, et puis des partenaires aussi bancaires. Voilà comment on est un peu organisé pour le moment sur les Hauts-de-France. Donc, pour le moment, j'ai Beauvais et Compiègne. Bruno, que vous voyez qui est ici avec nous, est coordinateur Sud de l'Oise et puis Somme. L'antenne est gérée au niveau de France à Lille. Donc, vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas à me solliciter pour que je vous envoie les informations. De toute façon, par mail, je vous enverrai toutes les informations de toute la réunion. Et j'essaye au maximum enfin, vraiment de faire tout mon possible. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous donner la rediffusion, mais je fais mon max pour vous mettre le lien de rediffusion de la réunion. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport aux interventions, notamment de Monsieur Léger et de Monsieur Rossi. A priori pas. Je tiens vraiment à vous remercier tous les deux de nous avoir accordé votre temps. Euh, et bah, voilà, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à nos échanges s'il n'y a pas de questions particulières. Je vois qu'il y a Bruno qui a levé la main. J'attends juste de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Tout le monde commence à partir. Merci infiniment pour votre participation. Je note, je prendrai du coup toutes ces informations dans la conversation. Si vous avez des questions, à la limite, comme la conversation va commencer à servir pour au revoir, n'hésitez pas à activer vos micros. On reste quelques minutes pour ceux qui ont besoin ou autres. Voilà. Et je vous enverrai un mail récap avec toutes ces informations. Bruno, je te laisse la main. Oui, je voulais juste préciser 2-3 petites choses. C'est que les parrains et coachs qui rentrent dans l'association, qui souhaitent rentrer dans l'association, vont avoir un entretien avec un père. Et d'autre part, il y a une cotisation de 30 € qui est à verser, qui sert d'assurance. Parce que les parrains vont aussi recevoir une formation de 3 modules assez simples, mais qui est importante et fondamentale parce que on n'accompagne pas n'importe comment un entrepreneur en bon. Il y a un processus qui a une quinzaine d'années maintenant, puisque l'association a une quinzaine d'années, et qui a fait ses preuves, et qui fait que nous avons des résultats très positifs, puisque la plupart des entrepreneurs rebondissent en 18 mois, alors que dans d'autres cas, ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Voilà, donc on reparticipe finalement à l'écosystème et
et à l'économie locale en remettant des chefs d'entreprise qui ont des vrais talents dans le modèle et dans le système. Voilà, donc merci à Estelle, merci au Patrick, c'est ça? C'est ça. Et puis bienvenue chez 60 000 rebonds pour ceux qui le souhaitent, la porte est grande ouverte. Merci beaucoup Bruno pour cette précision. Effectivement, je remettrai toutes ces informations et les présentations dans le mail. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas particulièrement de questions. Peut-être que Patrick, vous avez une précision en plus à apporter ou quelque chose en complément. Un grand merci pour d'avoir pu participer donc à cette visio, à ce webinaire, et on reste bien entendu disponible, hein. Vous avez vu à travers un certain nombre de slides que il y a un jeu qui s'appelle #aventure entrepreneur, donc on reste à votre disposition si bien entendu un besoin exprimé, quoi. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci pour le temps Merci accordé. aussi à vous. Juste, l'association s'appelle Rebond. C'est un sujet qui est très cher aux législateurs, hein, le rebond en France, au niveau européen aussi. Beaucoup de choses sont mises en place pour faciliter le rebond, mais le mieux encore, c'est l'anticipation. Parce que le meilleur rebond, c'est l'anticipation, si je puis dire. Bonne journée. Merci beaucoup. Effectivement, c'est aussi pour ça que je pense que ce type de conférence ou d'information, voilà, de sujet est très intéressant aussi. Et merci du coup à vous deux d'avoir accepté de partager toutes ces informations, connaissances qui, je pense, sont effectivement primordiales pour la prévention. Je le redis effectivement, mais il y a vraiment plein d'organismes qui ont peut-être qui font peur ou dont on ne connaît pas forcément toujours les outils et dispositifs, mais qui ont plein d'outils de prévention et d'accompagnement en amont avant que nous on arrive. Et j'espère qu'un jour, 60 000 rebonds ne sera plus 60 000, peut-être 5 000 rebonds, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment tout petit. Donc, à un moment donné, ça n'existera plus, justement parce qu'on aura fait beaucoup de prévention et qu'on rebondira pour d'autres raisons. Merci Merci à infiniment tous. à toutes et tous. Je Merci. vous souhaite une excellente journée et je vous envoie un mail récap aujourd'hui ou demain, grand maximum. Au Bonne journée. revoir, bonne journée. Au revoir. Merci.